Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EJE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si l'idée de réussir les sélections EJE te fait rêver mais que tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour y arriver, écoute bien ce qui suit parce que j'ai un cadeau pour toi. Déjà, sache que je comprends bien ce que tu vis. Avant les sélections, j'étais vraiment pas sûre que ma candidature plaise au jury. Je savais pas exactement quoi dire pour les convaincre que je méritais vraiment ma place en formation et j'avais vraiment peur qu'on me dise t'es pas assez expérimenté ou tu connais pas assez le métier. C'est pour ça que pour t'aider, j'ai créé un plan d'action qui te partage 5 étapes essentielles pour te préparer aux sélections EJE. Entre le moment où tu choisis cette voie professionnelle et l'envoi de ta candidature, il y a des étapes cruciales pour être sûr que tu es sur le bon chemin. Tu peux le recevoir gratuitement par mail dans les prochaines minutes en t'inscrivant sur devenirje.com/cadeau. Tu vas découvrir dedans des exercices pour déterminer tes motivations, des témoignages pour choisir la voie qui te correspond et surtout des tonnes de conseils pour t'entraîner pour l'oral. Si tu veux réussir ta préparation, je t'invite donc à le télécharger grâce au lien en description ou sur devenirjeu.com/cadeau. Dans ce nouveau podcast, je voulais te parler de 5 citations que j'aime beaucoup en lien avec l'éducation des jeunes enfants et du coup forcément le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'être on va dire un peu plus tranquille peut-être que sur d'autres vidéos ou podcasts où je partage beaucoup d'informations. Aujourd'hui j'avais plus envie de parler en fait de ce que ces citations m'inspirent, pourquoi elles me plaisent et forcément, ça va aussi amener un peu de réflexion sur ce qui me plaît dans ce métier ou des choses qui voilà, sont en lien peut-être avec mes valeurs, avec ce que j'aime faire et peut-être ma vision de l'enfant, du moins la vision que j'ai construite aujourd'hui grâce à la formation d'éducateur de jeunes enfants, grâce à mon expérience auprès des jeunes enfants que j'avais pas du tout avant. Donc cette nouvelle vision, enfin ces citations, elles vont vraiment venir illustrer tout ça et je pense que c'est des citations qui peuvent t'intéresser, soit pour t'aider dans ta réflexion, t'aider à trouver ce qui te motive dans l'éducation, dans les missions de l'éducateur de jeunes enfants, ou tout simplement pour venir illustrer peut-être des dossiers, venir illustrer, je sais pas, un lieu de stage en mettant des citations sur les murs, peu importe. L'idée, c'est juste que ces citations, quand elles sont connues, lues, elles aident à réfléchir à notre vision de l'enfant et voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais te partager dans le podcast d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la première citation. Et quand j'ai trouvé cette citation il y a quelques années maintenant, je la trouvais vraiment juste et j'étais très étonnée de voir en fait qui l'a dite. Donc sans plus attendre, la citation c'est: «L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse». Et comme je te disais, ce qui est un peu surprenant, c'est que la personne qui a dit ça, c'est Jean-Paul II, le pape qui exerçait, je crois, avant 2005. Enfin, c'était il y a un petit moment maintenant. Donc, je ne pensais pas en fait qu'un homme religieux aurait forcément cette vision-là. Enfin bon, ça m'a un petit peu étonnée, mais j'ai trouvé en fait cette citation très intéressante pour parler des métiers de l'éducation. Il montre que c'est plus qu'un métier, c'est une mission parce que pour moi, les métiers de l'éducation, de l'enfance, de la petite enfance, c'est vraiment des métiers qui ont du sens. C'est des métiers aussi choisis généralement un peu par passion, par vocation. J'aime pas du tout parler de vocation d'habitude, c'est un truc que j'invite toujours mes élèves pour les sélections JE de ne pas parler de vocation, de passion parce
que ça vient mettre beaucoup d'émotionnel dans une candidature qu'on veut plutôt sérieuse, plutôt peut-être un peu plus factuelle. Mettre voilà, ces motivations derrière un mot comme ça met en quelque sorte une barrière où on se dit on va pas pouvoir développer pourquoi c'est une passion, une vocation. Donc on dit ce mot comme ça, on n'aura pas à justifier. Donc là, c'est pas le cas pour les sélections, il faut aller plus loin. Mais mine de rien, je pense que c'est des métiers qui restent, voilà, des métiers qu'on choisit pour une bonne raison et ça me fait beaucoup penser à, un jour j'ai participé, j'ai pu participer dans le public à un TED Talk. C'est, je sais pas si vous connaissez la chaîne, TED Talk avec vraiment, des conférences assez courtes avec un certain schéma qui se répète, qui sont très intéressantes sur plein de sujets et j'ai eu la chance un jour vers chez moi d'en avoir une et vu que j'adorais le concept, j'ai été la voir et ce qui était génial, c'est qu'après, on a pu avoir un temps d'échange, voilà, le micro passé dans la salle pour pouvoir poser des questions à la personne qui l'avait fait pour cet événement. Et je me souviens plus exactement quel était le sujet, pourquoi j'ai amené ça, mais du coup, quand j'ai eu le micro, j'avais une question à poser à cette personne et je lui ai dit que bah, je travaillais dans l'éducation et que voilà, j'ai fait un lien en tout cas avec la petite enfance, l'enfance. Et la première chose que cette personne m'a dit, c'est, en gros, il m'a dit: «Avant de commencer à répondre à votre question, je voulais d'abord vous féliciter parce que vous avez choisi un métier de vocation, un métier de mission et ça, c'est le plus important». Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marquée et je me suis vraiment, rendue compte à quel point, c'était important. Alors il parlait en fait des métiers et du fait d'avoir plusieurs métiers dans sa vie, de choses comme ça donc c'est pour ça qu'il a pu me dire ça mais ça m'a vraiment marquée pour et de me rendre compte qu'en fait, effectivement, il y a énormément de métiers où, les personnes qui exercent n'ont pas l'impression d'avoir un impact, n'ont pas l'impression de faire quelque chose de vraiment utile, qui sert vraiment une cause et là, l'éducation, on sait qu'il y a quelque chose, d'indispensable et moi franchement, je pense que c'est une de mes motivations principales à faire ce métier, c'est que je sais que, mes actions vont avoir un réel impact sur la vie de la personne et c'est important que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais au quotidien auprès des enfants, pour les enfants, parce que chacune de mes actions peut potentiellement avoir un impact sur la vie de l'enfant. Alors on se dit une action isolée, ça n'a pas forcément d'impact, mais il y a des actions auprès des enfants qu'on répète tous les jours, plusieurs fois par jour, et notre posture, notre façon de nous adresser à eux, notre façon d'être, ça va pouvoir complètement changer qui ils sont, comment ils grandissent. Et c'est ce que là, dans la citation, il dit, c'est de reconnaître que chaque personne, ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique pour qu'elle grandisse et s'épanouisse. C'est exactement ça avec les jeunes enfants. On va avoir une certaine posture, une certaine façon de s'adresser à l'enfant dans le but qu'il grandisse et s'épanouisse. Donc voilà pour cette première citation que j'aime beaucoup. C'est vrai que, c'est pas forcément une citation que, habituellement je mettrais en avant parce qu'elle est vraiment connectée à quelque chose de très, émotionnel et voilà, je me dis que pour, des candidats à la sélection, c'est peut-être pas le plus simple à analyser, peut-être pas le plus simple, forcément non plus à ressortir au jury, peut-être que c'est pas la priorité, mais je trouve que c'est une belle citation à connaître et peut-être à relire pour se rappeler parfois pourquoi on fait ces métiers-là, pourquoi, ça a du sens pour nous, pourquoi c'est une vraie mission. Voilà, c'est pour ça que je vous la partage, je trouve que c'est quelque chose, d'utile dans ce sens. Ensuite, la deuxième citation, c'est: «L'enfant est sans préjugés, qualité première d'un grand philosophe. Il perçoit le monde tel qu'il est, sans idées a priori qui faussent notre vision d'adulte». Alors, cette citation, elle a été dite par Jostein Gaarder, j'essaie de ne pas écorcher son nom. C'est un écrivain et philosophe norvégien, donc forcément, il y a sûrement un accent que je n'ai pas pour prononcer son nom, donc je m'en excuse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un écrivain et philosophe. Et là, ce qu'il vient nous dire, c'est que l'enfant, lui aussi, il a des qualités de grand philosophe. Donc, ça implique et qu'il a sa propre vision du monde et pas du tout la même vision du monde que nous, on peut avoir en tant qu'adulte. Donc ça m'a beaucoup fait penser à un livre que j'ai lu récemment qui parle en gros d'un enfant qui est malade et qui est en quelque sorte voué à mourir à cause de la maladie qui est dégénérative. Donc
quand on le voit comme ça d'une vision d'adulte, c'est quelque chose qui est très triste. Le livre est très bien écrit, donc c'est effectivement très triste à des moments, mais on voit à quel point, l'enfant dedans, qui est malade, vient apporter beaucoup de belles choses, malgré tout ce qui lui arrive, que, l'enfant vit vraiment le moment présent et ça, c'est une grande qualité, je trouve, que les enfants ont à nous réapprendre parce qu'on a très vite tendance à l'oublier. Il y a une phrase qui est beaucoup répétée dans le livre qui est: «Quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on ajoute de la vie au jour» et là, c'est exactement, ce qui décrit puisque, l'enfant perçoit le monde tel qu'il est. Donc en fait, l'enfant perçoit le monde au quotidien, le présent et quand on sait que en gros les jours sont comptés, là les parents, dans cette histoire décident de, faire en sorte que chaque jour de l'enfant soit vraiment plein de vie, plein de bonheur et et voilà, d'accepter, de lâcher prise un petit peu sur l'avenir, sur ce qui va se passer, de faire au mieux pour cet enfant et on voit que c'est vraiment une vision bien différente de l'adulte. Dedans, il y a plein de moments où, la petite frôle la mort et les parents, hem, voient ça forcément d'une vision d'adulte très très triste, très difficile et en fait, l'enfant vient rappeler à chaque fois par ses gestes que lui, il est là dans le moment présent et que malgré tous les événements, il vit, les moments de bonheur à fond et c'est une vraie leçon de vie. Donc moi je trouve que, cette citation, elle vient nous rappeler un petit peu cette, ce fait-là que les enfants n'ont pas la même vision que nous, adultes, et on a tendance à traduire le monde de l'enfant à travers notre regard d'adulte, alors que, ils ont à nous apprendre sur ça, ils ont à nous apprendre sur la vision qu'on peut avoir des choses qui se passent sur le moment, de peut-être ralentir le rythme pour pouvoir, profiter de l'instant présent. C'est, quelque chose que les enfants ont à nous partager et c'est vrai qu'on peut vite être amené dans un rythme un peu infernal, à suivre un rythme d'une société, qui va vite et en oublier de vivre cet instant présent donc je sais que c'est quelque chose, de beaucoup développé, par enfin tous les livres de développement personnel. Là, c'est un philosophe qui en parle donc je pense que vous avez déjà entendu, ce genre de réflexion mais même si on le sait, Heu, dans la vie de tous les jours, on peut avoir tendance à l'oublier et c'est vrai que cette citation, voilà, si vous avez l'occasion de l'afficher ou de la relire de temps en temps, elle vient, je trouve, faire du bien, surtout dans le travail qu'on fait avec les enfants pour se dire que nous n'avons pas la seule et unique, vision du monde. Nous n'avons pas la science infuse et les enfants ont aussi beaucoup à nous apprendre. Ça me fait aussi penser, d'un point de vue cette fois beaucoup plus, pratico-pratique, à une expérience que j'avais vécue, en stage en crèche où, un enfant, je crois qu'il avait à peu près 2 ans et demi, un petit garçon, il y avait un pôle avec des déguisements, adorait mettre une robe de fée, je crois, parce que, bah, elle était jolie, il y avait des paillettes, il y avait des couleurs et il adorait mettre cette robe et je me souviens de réflexions d'adultes, alors je sais pas si c'était ses parents ou pas, qui avaient dit, bah, que c'était un garçon et qu'il était en train de porter une robe et l'adulte avait vraiment projeté sa vision de ce que ça voulait dire un garçon avec une robe. Je pense qu'il y avait projeté une vision, bah, voilà, sur la sexualité de l'enfant, sur ses choix, sur tout ce que ça va impliquer sur le reste de sa vie. Alors que si on revient à l'enfant, et ce qu'il a fait comme choix, lui, il n'est pas en train d'imaginer tout le reste de sa vie et ce que ça impliquera. Il est juste en train de voir que dans ce moment présent, enfiler ce vêtement, c'était une expérience géniale, qu'il trouvait que cette robe, ce vêtement était super beau et ça lui plaisait de le porter et il était juste hyper content de l'avoir, de le porter et de jouer avec, tout simplement. Donc, je trouve que c'est un bel exemple qui vient nous montrer que cette citation est très juste, que, dans notre quotidien en tant qu'adulte, on peut, très vite être amené à voir le monde d'une certaine façon, à l'interpréter, de notre façon, alors que l'enfant, lui, quand il le vit, il ne n'interprète pas du tout de la même façon et je trouve que ça vient nous aider un petit peu à prendre du recul sur ce qui peut se passer. Ensuite, la troisième citation, elle a été dite par Aim Ginott. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce bien ou pas, là aussi, j'ai pas forcément entendu ce nom souvent. J'ai fait quelques recherches, j'ai vu que c'était un enseignant et un psychologue des enfants et médecin psychothérapeute qui travaillait avec les enfants, avec leurs parents. J'ai un petit peu lu son parcours qui est intéressant. Et il a dit une citation que là aussi je trouve intéressante à vous partager, qui dit
Tous les sentiments sont légitimes, mais les comportements ne sont pas tous acceptables. Pourquoi je vous en parle tout de suite? Parce que, dans mon quotidien, que ce soit, avec, les élèves de la prépa, que ce soit, dans mon travail, au relais, ou même en crèche quand j'ai pu, l'être, je trouve que, j'ai envie, pardon, dans ces moments-là, de partager toujours une vision, d'éducation bienveillante, d'éducation positive, une certaine vision de l'enfant où l'enfant est, acteur, où l'enfant, peut apprendre par lui-même, où l'enfant, a des choses à nous apprendre en tant qu'adulte, à nous montrer si on est suffisamment attentif pour observer ce qu'il a à nous dire par le non-verbal, par ses émotions. Ça, c'est quelque chose que, j'ai vraiment, à cœur de garder, de partager et forcément, quand on parle de bienveillance, d'éducation bienveillante avec les enfants, il y a des détracteurs qui viennent dire que l'éducation bienveillante forme des enfants rois, que c'est des enfants qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent, que c'est pas bon pour eux, que qu'on est en train de construire une société de, bon, je sais pas ce qu'on peut dire, mais d'enfants voilà, d'enfants rois globalement. Je vais pas développer sur tout ça. Je pense que vous êtes au fait aussi là-dessus des réticences qui peuvent exister sur le fait d'appliquer peut-être de la parentalité bienveillante, parentalité positive avec l'enfant. Et je trouve qu'il y a du coup un gros malentendu sur ce qu'est l'éducation bienveillante. Et ça se voit au quotidien avec des parents qui veulent bien faire, ou des parents ou autres, hein, professionnels aussi, qui veulent bien faire et qui permettent à l'enfant beaucoup d'expérience jusqu'à arriver à, des expériences, des choses qui, peuvent être dangereux pour l'enfant ou qui peuvent, hem ne pas, lui, partager de règles, de cadres importants à respecter quand même, dans une société par rapport au cadre du vivre ensemble, par exemple, qui viennent, heu, bah, ma liberté s'arrête, là où commence celle des autres, donc où l'enfant vient empiéter sur la liberté des autres et globalement voilà, des adultes qui ne mettent pas du tout de cadre à un enfant. Et je trouve que, cette citation, elle vient vraiment nous dire que la bienveillance n'est pas du tout l'opposé, enfin, elle vient nous aider à nous rappeler que une éducation bienveillante a quand même un cadre important, un cadre clair, ferme, où l'enfant peut évoluer librement à l'intérieur. Et c'est grâce à ce cadre qu'il va pouvoir être libre, parce qu'un enfant qui n'a pas de cadre va se sentir insécurisé et va pousser, on va dire, son comportement, ses actes, peut-être en étant, par exemple, violent ou voilà, en criant, des choses comme ça, pousser jusqu'à obtenir un cadre en face qui vient lui rappeler que les adultes sont là pour, le guider, le soutenir dans ses expériences et lui dire où sont où sont les limites, pardon. Et là, du coup, cette citation: «Tous les sentiments sont légitimes, mais les comportements ne sont pas tous acceptables», je trouve que c'est, une façon aussi de rappeler que, hem il faut, rappeler aux enfants, en les accompagnant d'une démarche bienveillante, que tous les comportements ne sont pas acceptables. Et pour moi, ça fait vraiment partie de la bienveillance, de aussi leur partager, les règles, par exemple, du vivre ensemble, où s'arrête, ma liberté, celle je vous ai dit tout à l'heure où commence celle des autres. Pareil pour les enfants, les jeunes enfants, pourquoi je ne peux pas taper un autre enfant, de pouvoir expliquer que si, le sentiment, de colère, de frustration, parce que l'enfant a pris un autre enfant a pris mon jouet, parce que, voilà, je sais pas, j'ai perdu mon doudou, des choses comme ça. Le sentiment est totalement légitime et ça se comprend que l'enfant le ressente. Il faut quand même lui expliquer que tous les comportements ne sont pas acceptables. Et ça peut être fait dans une complète, bienveillance et c'est même important de rappeler qu'il y a un cadre et une façon de faire quand on vit en collectivité avec d'autres. Alors il faut adapter à l'âge de l'enfant bien évidemment, mais je voulais vous le partager pour, rappeler que pour moi la bienveillance c'est indispensable avec les jeunes enfants, mais pour moi la bienveillance c'est aussi quelque chose qui est très différent de l'enfant roi qui n'a pas de cadre, qui est insécure et qui, n'a pas de cadre sous prétexte de bienveillance, alors que c'est complètement, l'inverse, finalement qui se passe parce qu'il est en demande, d'un cadre ferme, clair, pour pouvoir évoluer à l'intérieur. Donc voilà pour cette troisième citation, on va pouvoir passer à la quatrième. Alors jusque-là, on était, sur, des citations de personnes
contemporaine ou presque, on va dire, qui date du siècle dernier, donc ça reste quand même assez récent. Là, on va faire un bond dans le passé pour arriver au XVIe siècle avec le philosophe et écrivain Montaigne. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui au lycée, par exemple. Lui, par rapport à l'éducation, il avait dit: «L'enfant n'est pas un vase qu'on emplit, mais un feu qu'on allume». Cette phrase, je trouve qu'elle a encore plus son sens aujourd'hui où, enfin, par exemple, au siècle dernier, on a commencé à parler de pédagogie nouvelle. Aujourd'hui, on appelle encore ça les pédagogies nouvelles, alors que cette phrase-là, elle vient bien nous dire que même au XVIe siècle, il y avait des personnes qui pensaient que c'était ce qui était bon pour l'enfant. Et aujourd'hui, on a les neurosciences qui viennent nous prouver tout ça. Donc, c'est une phrase qui, même si elle date voilà, d'il y a plusieurs centaines d'années, c'est quand même une vision de l'enfant qui est toujours juste aujourd'hui et qui vient nous dire beaucoup de choses. Alors, l'enfant n'est pas un vase qu'on emplit, mais un feu qu'on allume. On a tendance à penser, enfin du moins c'est ce que je pensais avant de suivre la formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est que l'adulte est là pour apprendre à l'enfant. On doit l'instruire, on doit lui expliquer les choses, on doit lui dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour qu'il puisse apprendre. C'est vraiment la vision avant que j'avais de l'éducation. Donc un peu comme un vase qu'on remplit, on va remplir l'enfant, on va dire, de nos connaissances, on va l'instruire, on va lui donner tout ce qu'on a pour que lui aussi sache. Et en fait, dans cette citation, il dit que ce n'est pas ça, mais un feu qu'on allume. Et là, la différence, c'est bien différent pour l'enfant. C'est une vision où on se dit, en fait, on n'a pas à apprendre à l'enfant comment faire. On doit lui permettre d'expérimenter par lui-même pour qu'il sache comment faire dans un cadre sécurisé, dans un cadre adapté. Ça, c'est vraiment toute la vision des pédagogies nouvelles, hein, que ce soit Montessori, Freinet, Steiner, De Crowley. Tous s'inscrivent dans cette vision-là de l'enfant où on lui permet de comprendre comment fonctionnent les choses, comment ça marche, en faisant par lui-même, en le laissant expérimenter. Donc par exemple, dans la petite enfance, comment ça se traduit? Il y a comment dire, une théorie, je ne sais pas comment expliquer, une pratique aujourd'hui qui est quand même reconnue, je pense, dans la petite enfance, auprès de tous les professionnels. Alors bien sûr, il y a encore des endroits où c'est un peu moins le cas, il y a encore certaines familles qui exercent différemment, mais on sait aujourd'hui que pour le développement moteur de l'enfant, ce qui va être le plus adapté pour lui, ça va être d'expérimenter par lui-même. Donc par exemple, on ne va pas asseoir un bébé, l'asseoir sur ses fesses pour lui apprendre à s'asseoir. On ne va pas l'installer dans cette position pour lui apprendre. On va le laisser expérimenter, lui permettre de se retourner, de pousser sur ses bras pour arriver à s'asseoir par lui-même, pour qu'il apprenne à s'asseoir, pour qu'il expérimente pour le faire lui-même. L'enfant va être acteur de son apprentissage. C'est pas l'adulte qui va l'installer dans la position assise, c'est lui qui va arriver à l'acquérir, à se muscler petit à petit, à comprendre comment faire pour qu'il puisse le reproduire ensuite en toute sécurité. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la motricité libre. Ça a été développé par une pédiatre hongroise, Amy Pickler, peut-être que vous connaissez. Elle a vraiment partagé cette vision-là de l'enfant, notamment sur le développement moteur. Et aujourd'hui, dans quasiment toutes les crèches, c'est ce qu'on pratique auprès des jeunes enfants. On ne va pas venir les installer assis parce qu'on sait que c'est une position qu'ils ne maîtriseront pas, où ils seront bloqués, où ils ne pourront pas expérimenter. Et on va faire en sorte plutôt de les stimuler, d'être dans un cadre, un environnement où ils vont pouvoir se retourner sereinement, sans se faire mal, se relever, voilà, pousser peut-être sur une petite piscine à balles pour arriver en rampant à finalement arriver assis et à explorer par eux-mêmes leur corps et comment faire. Donc ça, c'est plus le feu qu'on allume, en fait, c'est leur permettre d'expérimenter. Et même si ça, au niveau du développement, par exemple la position assise, la marche, on se dit: «Ah oui, l'enfant peut apprendre à marcher seul», c'est vrai que c'est assez commun, mais quand on va parler d'apprentissage cette fois plus scolaire, comme, l'écriture, là on se dit: «Mais non, il faut apprendre à l'enfant à écrire. Comment est-ce qu'il peut, faire pour former les lettres correctement? Il faut qu'on lui dise comment faire, il faut, qu'on lui dise comment tenir son stylo». Alors que si on a la même réflexion,
en fait, un enfant est capable d'apprendre à écrire seul. Il va avoir l'envie de lire, de comprendre, son environnement et ça, c'est exactement ce qui est détaillé dans les pédagogies nouvelles, que ce soit, je pense à Montessori avec les lettres rugueuses ou Freinet, en fait, où on n'impose pas à l'enfant à tel âge de savoir écrire de telle façon, mais on lui permet d'expérimenter à son rythme. Et croire qu'un enfant sera incapable d'écrire avant 6 ans ou qu'il doit savoir le faire à 6 ans, c'est complètement oublier qu'un enfant, il tient un crayon depuis qu'il a 1 an, il fait des gribouillis depuis tout petit, et en fait, il a cette capacité, s'il en est intéressé, de pouvoir écrire beaucoup plus tôt, lire beaucoup plus tôt que ce que le programme scolaire impose à 6 ans. Donc, encore aujourd'hui, on peut avancer sur nos pratiques, même si ce philosophe au XVIe siècle le disait déjà, c'est encore quelque chose qu'il faut reconnaître. On n'est pas sur tous les points prêt à laisser l'enfant expérimenter par lui-même, alors que c'est sa façon d'apprendre. S'il a du plaisir et s'il peut expérimenter, s'il peut être acteur de ses apprentissages, c'est le meilleur moyen pour lui d'apprendre. Donc, l'enfant n'est pas un vase qu'on emplit, mais un feu qu'on allume. Et enfin, la dernière citation d'Isabelle Filiosa, que vous connaissez certainement. Elle est psychothérapeute et elle écrit de nombreux livres sur notamment la compréhension des émotions de l'enfance. Elle nous a aidé à comprendre ce que les neurosciences avaient à nous partager sur les connaissances sur le cerveau de l'enfant. Elle est vraiment une fervente défenseuse de la parentalité positive, comme on parlait, de la bienveillance auprès des jeunes enfants. Et elle nous dit: si les punitions éduquaient, il y a belle lurette que l'espèce humaine ne commettrait plus de crimes. Je trouve que cette citation amène à réfléchir, enfin du moins elle m'a amené beaucoup à réfléchir sur le sujet des violences éducatives ordinaires, donc en d'autres termes une petite fessée qui vient faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait c'est pas bien pour pouvoir l'éduquer, ou la petite gifle, ou tirer les oreilles, enfin bon, vous les connaissez, hein, les violences éducatives ordinaires qui pour moi pendant des années m'ont paru normales, m'ont paru être la meilleure façon pour dire à un enfant que ce qu'il avait fait c'était pas bien et qu'il faut qu'il le retienne dans la douleur en fait. Je sais aujourd'hui que bien sûr ce n'est pas du tout le plus adapté pour faire comprendre à un enfant que là il arrive en limite du cadre, que là il y a le cadre et qu'il ne faut pas le dépasser. C'est important de poser un cadre, d'expliquer à l'enfant que c'est pas comme ça que ça fonctionne, que dans la vie, en société, voilà, que là on arrive à une limite. Euh, c'est pas c'est pas ce qui est adapté comme pratique auprès des jeunes enfants. Et je le comprends aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours compris parce que c'est pas le message qui m'a été véhiculé pendant des années. Et aujourd'hui, on va dire la parole se libère sur ça. On comprend que pourquoi les violences éducatives ne sont plus adaptées. Donc si vous ne savez pas exactement, je vous invite à lire plus sur les neurosciences, encore une fois, le développement de l'enfant, qu'est-ce que ça fait pour un enfant de recevoir une gifle, une fessée. Effectivement, il arrête, il recommence pas, mais est-ce qu'il en a compris le sens de pourquoi ça arrive, et puis quel respect on donne à l'enfant si on le frappe en fait pour lui dire non. Et souvent, la phrase qu'on entend de personnes qui ne sont pas encore convaincues, c'est ah, ça va, des fessées, j'en ai reçu quand j'étais gamine, je suis pas morte, hein. Ça, c'est c'est l'argument qui ressort à chaque fois. Alors certes, on n'en est pas mort, mais à quel prix? Qu'est-ce qui a été détruit en nous? Pas notre vie, effectivement, mais peut-être notre confiance en nous, notre façon d'appréhender la vie, le danger, le stress, beaucoup de choses qui ne sont pas visibles comme ça de l'extérieur. Effectivement, on est en vie, mais à quel prix? Qu'est-ce que ça a cassé à ce moment-là? Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment marquante parce que c'est les punitions éduquées, donc ce qu'on pense toujours, hein, que il faut punir l'enfant, il faut lui mettre voilà, une claque au coin, peu importe, le punir pour lui dire que c'est pas bien. Et ben en fait, effectivement, ça ferait très longtemps qu'on connaîtrait plus le crime si ça marchait, puisque on aurait eu ce cadre qui nous dit bah non, il faut pas le faire. Alors qu'en fait, ce qu'on transmet à l'enfant, c'est que c'est ok peut-être d'être violent dans ses mots, dans ses gestes,
si c'est pour, si c'est pour expliquer quelque chose en quelque sorte et du coup, la violence devient quelque chose de commun, de voilà, qui existe dans la vie et qui, forcément la violence se retrouve ensuite, dans les crimes à travers, voilà, je peux pas décrire exactement quel type de crime, mais ce qui ne respecte pas, les règles du vivre ensemble d'une société, heu, forcément ça va avoir, un impact et notamment, voilà, les crimes, on va être rappelé à l'ordre par la loi. Donc cette phrase pour moi, elle vient vraiment mettre en évidence que, c'est pas par les violences éducatives ordinaires qu'on, transmettra, des valeurs, plus, de je sais pas, de paix, de tolérance, de vivre ensemble nécessaires à une société apaisée et qu'il faut peut-être remettre en question le fait que même si on n'en est pas mort de ces violences, elles ont sûrement eu un impact sur nous, même si, dans notre histoire on a eu qu'une fessée, qu'une gifle, dans notre enfance, qu'est-ce qu'elle a marqué chez nous? Pourquoi on s'en souvient? Souvent, on se dit: «Ah j'en ai pas reçu beaucoup, mais celles que j'ai reçues, je m'en souviens bien». Qu'est-ce qu'elles ont marqué à ce moment-là? Et comprendre que en fait, peut-être que ça détruit pas la vie de l'enfant, mais ça vient, impacter d'autres choses sur son avenir, sur la vision qu'il a de lui-même et des autres et qu'effectivement, il y a peut-être d'autres façons de faire et il y a d'autres façons de faire et je serais ravie de vous les partager, mais peut-être dans un autre podcast. Donc voilà pour ces 5 citations en lien avec l'éducation, la petite enfance, l'enfance, la vision de l'enfant. C'est, je trouve, des citations qui aident à amener la réflexion. C'est intéressant de comprendre pourquoi ces personnes-là ont dit ça, quelle est leur vision, quelle est leur façon de penser pour nous partager leur opinion dans ces phrases qui sont des citations. C'est intéressant aussi de voir que c'est pas, que des choses qui se disent aujourd'hui, c'est des choses qui se sont peut-être dites il y a 100 ans, il y a, 200 ans, il y a 400 ans et qui restent aujourd'hui encore vraies et ça, je trouve ça très marquant de voir, qu'en fait, peut-être, je sais pas, l'histoire se répète, en tout cas des réflexions, sont toujours autant justes parce que c'est des réflexions sur des sujets, je sais pas, peut-être piliers en fait de notre société, de notre monde et ça vient vraiment, impacter notre quotidien. Personnellement, les citations, c'est quelque chose qui m'aide à créer mon opinion. Peut-être que je ne serai pas d'accord avec tout ce qu'une personne, dit, peut-être que je ne serai pas d'accord avec l'entièreté de la citation, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles amènent vraiment une réflexion pour arriver à construire son propre opinion. Donc, je suis contente de vous les partager celles-ci pour ça. Peut-être que vous ne serez pas totalement d'accord avec ce que j'ai pu dire et je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires à ce sujet-là. Mais c'est aussi des citations qui, au quotidien, voilà, amène à réfléchir, à se rappeler pourquoi on fait les choses et voilà, moi je suis pour afficher des citations, je trouve que c'est beau de temps en temps de se poser, de les lire et de laisser son esprit un petit peu philosopher sur ce qu'on voit, donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous les avoir partagées et puis si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous voulez que je vous en partage d'autres, peut-être plus, je sais pas, sur la parentalité, sur le travail en équipe, sur d'autres sujets qui sont en lien avec le métier d'éducateur de jeunes enfants, vous pouvez me le dire aussi en commentaire et je verrai pour en faire un prochain podcast. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et je vous dis à très vite dans un prochain épisode sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment intéressé par le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'aider dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux comprendre les étapes indispensables pour réussir à obtenir ta place en formation d'éducateur de jeunes enfants, le plan d'action en 5 étapes pour te préparer depuis chez toi devrait t'aider. Tu retrouveras plus d'informations dans le lien de la description pour le télécharger gratuitement. À très vite!